Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Marc Jancovici. Je suis associé, ma casquette cet après-midi, c'est que je suis associé de Carbone 4 et donc j'ai le plaisir de vous accueillir à cette table ronde qui est organisée par Carbone 4 sur une question qui est: la finance peut-elle contribuer à décarboner l'économie? Une précision technique avant d'aller plus loin, cette table ronde sera essentiellement en français, un peu en anglais, parce que les questions seront posées dans la langue maternelle de l'orateur. Et donc nous en avons 4 sur 5 qui sont français et 1 sur 5 qui est anglais. Par ordre d'apparition, nous aurons Alain Grandjean, qui mange ses lunettes là, associé de Carbone 4 aussi. On a eu le plaisir de faire un enfant ensemble, cette société, et qui va nous parler du rapport qu'il a récemment rendu au président Hollande sur la manière de rendre la finance plus verte. Le deuxième par ordre d'apparition sera Michael Wilkins, tout à fait de l'autre côté, qui nous vient d'outre-Manche, qui est Head of Environmental Research chez Standard & Poor's, petite société que vous connaissez probablement. Ensuite, nous aurons Bertrand Badré, avec une barbe naissante, qui est Managing Director et Chief Financial Officer du groupe Banque Mondiale. Ensuite, nous aurons Philippe Zawati, juste à droite de Bertrand, qui est le PDG de Mirova. Mirova est une filiale de Natixis Asset Management. Et enfin, nous finirons avec Anthony Attia, donc le seul que je n'ai pas encore désigné, qui est le président d'Euronext Paris. Voilà. Donc les 5 intervenants vont avoir droit chacun à quelques questions auxquelles ils répondront ou pas, ce qui leur passe par la tête. Et on va immédiatement commencer avec Alain. Bonsoir. Bonjour, cher associé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as été récemment commissionné par Hollande, président de la République, sur un rapport qui porte le titre de mobiliser les financements pour le climat. Et la première question est tout simplement de nous expliquer dans quel cadre s'est opérée cette commande et quelles sont les principales préconisations que Pascal Canfin et toi-même y avez faites. Donc, voici le document. En ligne sur le site de l'Élysée. La genèse de cette affaire est assez rapide à expliquer. Nicolas Hulot a suggéré au président de la République de lancer une mission de chevaux légers un peu perpendiculaire au processus de négociation sur un thème précis qui est celui du financement de la COP21. Pas le financement de tout ce qui est les bâtiments de la COP, mais le sujet du financement d'une économie bas carbone. Il y avait 2 volets. Un volet, est-ce que vous pourriez avoir des idées pour que la part de la France dans le paquet des 100 milliards soit un peu supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui? Quelle source d'argent on peut trouver? Et puis il y avait une deuxième idée plus globale qui était là vraiment pas dans le cadre des process de négociation, qui était à côté des process de négociation, qui était: quelles sont les idées que vous pourriez avoir pour que la finance se mobilise un peu plus dans l'univers du monde bas carbone, sachant que les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. Le fonds vert, c'est un sujet à 10 milliards de dollars. Les engagements des pays occidentaux et développés vers les autres, c'est du 100 milliards par an à partir de 2020. Et le shifting, c'est-à-dire ce qui permet de transformer l'économie, là on parle de trillions de dollars, donc de milliers de milliards par an. Ce n'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Donc notre mission a démarré fin février, début mars, et on a livré notre copie quelque part autour de mi-juin. Ça, c'était la première question. Absolument. La deuxième question, c'est: quelles sont les principales préconisations? Alors là, j'en ai pour 1h30. Tu me donnes 1h30, Jean-Marc? Donc, c'est la finance climat pour les nuls. Alors, je vais pas tout dire. Je vais pas dire tout ce qu'il y a dans le rapport parce qu'effectivement, j'en aurais pour vraiment trop longtemps. Il faut le lire. Il est très bien fait, très clair. Merci. Sur la partie, je vais garder une idée sur la partie des 100 milliards qui a été reprise en fait par ce gouvernement, qui était de dire qu'il faut libérer la capacité de financement de l'Agence française de développement. Pour une raison relativement simple, c'est que l'AFD sait assez bien dire
quels sont les financements qu'elle fait qui sont, disons, à co-bénéfice climat. C'est une agence de développement, ce n'est pas une agence pour sauver le climat, mais elle sait dire dans quel cas ce qu'elle finance, si c'est plutôt bien ou plutôt mal pour le climat. Donc comme l'AFD, de ce point de vue-là, était assez bien organisée, on s'est dit, si on débloque un peu la capacité de financement de l'AFD, ça doit permettre de donner un peu plus d'argent pour le climat, ce qui a été interprété et compris. Et c'est pour la raison pour laquelle, apparemment, ce gouvernement a décidé d'adosser l'AFD à la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça change le système de régulation et ça permet à l'AFD de bénéficier de 4 milliards d'euros de plus par an et donc une capacité de financement de 4 milliards supplémentaires. 50%, ça fait 2 milliards et c'était un des ordres de grandeur visés. Donc je résume parce qu'il y avait plein d'autres questions et suggestions qui étaient sur ce parti 100 milliards. Sur la partie Shifting Trillion, c'est-à-dire la partie 1000 milliards, là on a beaucoup d'idées et de suggestions et de propositions, mais je vais en donner que deux. La première, c'est à peu près ce qui est en train de se passer autour de cette table, qui est, c'est pas nous les responsables, mais disons que ça va dans ce sens-là, qui était de dire il ne faut pas que la question du climat se fasse à côté de la question du financement de l'économie. Donc en gros, nous, notre idée, c'est que les grands acteurs du monde économique et financier, le FMI, la Banque mondiale, les agences de notation, toutes comprennent qu'elles ont un rôle à jouer dans cette affaire de climat. Donc, dire encore autrement, le climat est une composante du raisonnement économique et financier, n'est pas à côté. Ça a l'air d'être évident pour tout le monde, mais ça ne l'est pas du tout. Si vous demandez au FMI de faire une projection sur le prix du baril, il y a d'assez bonnes chances qu'il fasse une projection indépendamment de toute considération sur la question climatique. Donc, on peut prendre un exemple de mesure très concrète. On demande que le FMI, quand il fait des projections macroéconomiques, ils disent dans quel cadre, dans quelle trajectoire il se situe. C'est le genre d'idée qu'on donne. On demande que la France, qui est au Conseil... Une précision, quand tu dis dans quelle trajectoire il se situe, ça veut dire que tu dis le FMI doit dire si cette trajectoire macroéconomique, elle va avec 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. C'est exactement ça. D'accord. Deuxième exemple, on demande aux banques de développement, dans certains cas, la France a un poste de conseil d'administration, donc elle peut s'exprimer, que les banques de développement, qu'elles soient multilatérales ou régionales, elles-mêmes fassent une feuille de route de leur propre financement et qu'elles disent dans quelle mesure et jusqu'à où elles peuvent augmenter la part à co-bénéfice climat de leur financement, puisqu'il y a des méthodologies qui permettent de le faire. On parlera d'une autre proposition qui a été très fortement poussée, qui est celle du corridor carbone. Je ne sais pas si on parle maintenant ou plus tard. Il y a une question là-dessus. Alors c'est bon. Allons tout de suite sur le corridor carbone. Alors, donc, il y a une notion dans le rapport qui s'appelle le corridor de prix sur le prix du carbone. Or, le prix du carbone, en pratique, relève le plus souvent de décisions nationales. La fiscalité est quelque chose qui est du ressort des nations, ou éventuellement d'accords, on va dire, multipartites, mais d'un nombre restreint de pays. C'est par exemple le marché des quotas qui a lieu au sein de l'Union européenne. Si on essaye de généraliser le propos, c'est quoi les mécanismes qui sont imaginés dans le rapport pour qu'on se rapproche le plus possible de ce qu'on a coutume d'appeler le prix mondial? Est-ce que c'est possible de s'en rapprocher? Et si oui, quels sont les mécanismes qui permettent d'y arriver? Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que si on a fait une proposition autour du prix du carbone, c'est pour une raison de fond qui est que tant qu'il n'y a pas de prix du carbone dans les économies, on a peu de chances qu'elles se décarbonent facilement. Le deuxième point, c'est que le sujet du prix du carbone n'est pas un sujet de négociation accessible dans le cadre de la négociation onusienne, pour tout un tas de raisons, mais la première étant qu'il n'a pas le mandat pour le faire. Donc, ce qu'on a d'abord proposé dans notre rapport, c'est qu'il y ait une coalition de pays et d'entreprises qui militent pour et qui s'engagent à mettre en place un prix dans leur zone de responsabilité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle donne des ordres de grandeur de ce que le niveau de prix auquel elle s'engage. Et on a situé ces ordres de grandeur à 20-25 $ la tonne de CO2 en 2020, allant vers 60-80 $ la tonne de CO2 en 2030. Ces chiffres ne sont pas sortis du bonnet, c'est des chiffres qui ressemblent à ce qui se passe dans les potentiomètres, on va dire, des uns et des autres. Maintenant, sur le fond, moi je ne suis pas du tout convaincu que l'idée d'un prix unique du carbone mondial soit une bonne idée. Je ne suis vraiment pas du tout convaincu de ça.
Donc ce qui me semble vraiment essentiel, c'est que les pays et les zones géographiques un peu homogènes se bougent et mettent en place des dispositifs tels qu'il y ait un prix au carbone. Aujourd'hui, dans les faits, il y a une quarantaine de pays qui ont mis en place des prix au carbone, mais la variation de prix est colossale. Ça se balade de quelques dollars la tonne à plus de 100 dans le cas de la Suède. Croire que demain matin, ces prix vont converger, d'abord, c'est pas possible. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Je pourrais développer s'il y a des questions. D'accord. Tu as dit très rapidement l'ONU n'a pas de mandat pour négocier un prix mondial du carbone. Ce que tu viens de dire, c'est donc que tous les chefs d'État ou chefs de délégation qui ont dit devant leurs opinions nationales « nous allons ressortir de là avec un prix du carbone » n'ont juste pas compris ce que faisait l'ONU. Oui, ce qu'on peut attendre de mieux, c'est qu'il y ait une notation dans l'accord final, parce qu'elle existe à ce stade. Je ne suis pas la négo de runner, mais disons qu'hier, il y avait encore. Il y avait encore une phrase qui disait que les pays considéraient que c'était une bonne idée de mettre un prix au carbone. Faire mieux que ça, ce ne sera pas dans l'accord. Donc faire mieux que ça, c'est à côté de l'accord, mais c'est la fameuse histoire que je pense que vous avez tous à peu près compris. C'est pour ça que la France a beaucoup insisté sur l'environnement de l'accord de la COP. La fameuse histoire, c'est qu'il y a l'accord lui-même et il y a tout un tas de choses qui se passent à côté. Il y a des engagements d'acteurs financiers, il y a des décisions d'État, il y a des fonds d'investissement comme celui sur l'innovation et ainsi de suite. Donc cette affaire de prix au carbone se fera forcément à côté et le mieux qu'on puisse avoir, c'est dedans une petite notation, ce qui serait quand même très bien parce qu'une reconnaissance internationale signée à 194 du fait que c'est un bon outil ne serait pas idiot. Une autre des préconisations qu'il y a dans le rapport concerne les stress tests climat. Soit dit en passant, ça fait écho à un discours qui a beaucoup agité la communauté financière il y a quelques semaines maintenant de Marc Carnet, dont l'une des deux casquettes est d'être président du Conseil de stabilité financière. Et du reste, les stress tests climat ont fait l'objet d'une demande du G20 à ce fameux Conseil. Est-ce que tu peux expliquer en gros de quoi il retourne avec ces stress tests climat et est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le mandat qui a été donné par le G20 au Conseil de stabilité financière? Alors, je vais vous dire ce que je sais et ce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que très vite dans notre mission, on a recommandé qu'il y ait une mise en relation entre le G20 et le Conseil de stabilité financière. Donc, je n'arrive pas à savoir exactement quand est-ce que le courrier du G20 est parti, mais ça faisait partie pour nous d'un des objectifs centraux de notre mission, qui était, parmi les grandes autorités qu'il faut convaincre du fait que le climat est un sujet, il y a le Conseil de stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière, il regroupe les banquiers centraux, les directions générales du Trésor et les régulateurs. Donc, c'est la plus haute instance, en gros, et les banques et toi. Voilà. Et donc, c'est une instance très importante qui a été créée après. Alors, elle existait sous un autre terme. Enfin, son nouveau mandat est né après la crise financière 2009. Pourquoi c'est important? Parce que à partir du moment où ce Conseil reconnaît que la question climatique est une source d'instabilité telle qu'elle peut être considérée comme étant un risque financier systémique, à ce moment-là, ça rentre dans son mandat et il est obligé de réfléchir à la question de savoir comment j'intègre dans les dispositifs d'analyse, dans les dispositifs de reporting, dans les dispositifs qui concernent l'ensemble de tous les acteurs, pour le coup, la manière dont les perturbations climatiques au sens très large vont impacter l'économie. Marc Carnet, qui est donc le président de ce conseil et aussi président de la Banque centrale d'Angleterre, a fait un discours qu'on considère tous plus ou moins comme historique le 29 septembre de cette année, 10 ans. Alors d'ailleurs, discours qui a été repris par Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, disant en fait il y a trois grands risques. Il y a un risque physique qui tourne autour des dégâts du dérèglement climatique. Il y a un risque de responsabilité parce que peut-être que demain, après-demain, on sera rappelé par la patrouille en disant vous saviez il y a 3-4 ans que vous mettiez en péril tel et tel actif ou telle et telle personne, et donc vous n'avez rien fait, c'est votre faute, donc on va vous coller au tribunal. Et le troisième risque, c'est le risque de transition, le risque carbone, qui est, il y a beaucoup plus d'énergie carbonée sous terre que probablement ce qu'on ne va jamais consommer si on reste sous la fameuse trajectoire des 2 degrés. Donc il y a des actifs qui sont en risque parce que si les gens parient sur le fait que ça va sortir de terre, mais qu'en fait ça y est resté, la valeur est certainement très différente de ce qu'on croit aujourd'hui. Donc c'est ça les trois grands risques. Et les stress tests, ça n'a rien à dire, c'est un terme savant, mais qui est bien connu de la communauté financière, c'est dire au fait, si jamais on était dans telle et telle situation, qu'est-ce qui se passerait
sur ces domaines-là. Et donc, évidemment, les risques climatiques dépendent de la trajectoire de hausse de température, les risques carbone aussi, puisque si on est sur des trajectoires très hautes, ça veut dire qu'on a sorti beaucoup de carbone sous terre, donc le risque n'est pas le même que si on est sur une trajectoire plus petite. Et donc, si j'ai bien compris, il y a eu un mandat qui a été donné par le G20 au FSB de travailler sur les méthodes de stress test. Oui, et donc, toujours, si on a suivi l'actualité, il me semble qu'il y a eu une annonce, pas plus tard que la semaine dernière, de Mark Carney disant qu'il allait travailler avec Bloomberg là, c'est ça. Donc, sur la question. Voilà, parce que c'est un sujet très émergent. Alors, c'est un peu, j'allais dire, déprimant de considérer que la finance met autant de temps à comprendre qu'il y a un problème. Mais le côté non déprimant, c'est qu'enfin, ils ont compris. Donc, ça dépend comment on regarde le truc. Maintenant qu'ils ont compris, mais Bertrand, tu me diras ça autrement. Et donc maintenant qu'ils ont compris, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir bosser. Et comme ils sont un peu à la ramasse, il va falloir qu'ils bossent vite pour nous mettre en place des méthodes pertinentes. Bon, je pense que nous aurons droit à une réponse intéressante tout à l'heure. Bertrand dit que ce n'est pas la finance en général, mais je suis bien d'accord. J'ai mis tout le monde dans le même paquet, ce qui est quand même odieux. On aura l'explicitation du hochage de tête dans pas très longtemps. Now we'll move to Michael Wilkins, who, as I said, is the head of environmental research for Standard & Poor's. And the first question for you is, of course, everybody knows the name of Standard & Poor's. I'm not sure everybody knows exactly what you are doing, so could you summarize in a couple of sentences what is your job and what kind of services you provide, to whom? Yes, thank you, Jean-Marc. My job is to head up the environmental and climate risk research that we do at Standard & Poor's Credit Ratings. So I'm part of the infrastructure group, so we provide the credit risk assessments on infrastructure projects and also corporations involved in providing infrastructure such as roads and airports and ports and hospitals and schools, but I also sit in the corporate group. The work that I do is to coordinate all the research that we do for all the corporates that we rate, and you have to bear in mind that we have somewhere in the region of 45,000 corporate bonds rated by Standard & Poor's. So that's about $4 trillion worth of debt. So it's a very large proportion of the traded fixed income market. And what work that I head up is essentially the fundamental research which goes to informing our credit analysts on how they should incorporate environment and climate risk into the credit rating process. This work started about 7 or 8 years ago when we started to see the stress on the utility companies as a result of carbon pricing coming through emission trading schemes such as the EU ETS. Then we continue to do sector analysis, factoring in the liabilities that corporations face on a forward-looking basis, and that led to some rating actions on the fossil fuel intensive power generation companies. We then started to look at the impact of stranded assets on fossil fuel companies, oil and gas sector in 2013, and more recently on the coal sector. And we've also done the other side of the risk research, which is on the physical impact of climate change, to assess the damage and the loss of business which would be caused by extreme weather events due to climatic change. And we've done a fair amount of research on how companies have been downgraded over the past 10 years, which is quite a small proportion so far, but we predict that's going to increase substantially due to the rising trend in losses and severity of extreme weather events, which we see from the insurance and reinsurance modeling, which we feed into our analysis. So that's essentially the work that we do. Actually, I understand that you've already done a number of things. Did it already lead to the downgrading of some debts or assets? So do some of the analysts have already used your research to downgrade or upgrade the corporate debt of a given company? And if I broaden the question, I understand that your company has recently made a formal announcement that this process is going to become mainstream. And can you explain what lies behind that announcement? Yeah, the
The factoring of environmental and climate risk into our credit ratings for corporates has already been made mainstream. It's not something new. We recently put out a research study looking at the past 2 years and how we've embedded the risk of climate and environment risk in our ratings methodology. There are somewhere nearly 100 references to environmental and climate risk across all our criteria documents for every single sector, ranging from utilities to mining companies to petrochemical to telecom. So every single sector, and there's 38 of them, has a reference to more than one, several references to environmental and climate risk. We've also done a study to backtest over the past 2 years again how many cases have shown where this risk has led either to a key rating impact or to a rating action. In fact, there are 300 cases in the past 2 years where environment and climate risk has impacted the credit analysis, and around 60 cases that's led to a rating action, and 80% of those cases are negative. Some classic examples most recently is the downgrade of Volkswagen due to emissions. That was downgraded by 2 notches from BBB+, so 2 BBB+ from single A. You've got to bear in mind that that's quite a dramatic fall in the rating for a big corporation like Volkswagen. Further down the rating scale, we've also downgraded power companies in the US because of the stringent regulations due to the limits on SOx and NOx, and also in carbon under the Clean Power Plan. But it's also worth mentioning that some companies are also taking advantage of a transition to the low carbon economy. We've upgraded one company called Tenneco, which makes equipment for cars to reduce the amount of emissions coming out of the exhaust. And I'm assuming those equipments are actually not used by Volkswagen. But that company, Tenneco, actually was upgraded as a result of increasing sales of emission controllers on the cars which use its equipment. So there is a positive side to this as well as a negative. But overall, we're seeing quite an increasing trend in the amount of corporate ratings impacted by climate and environment risk. Do you have any project on bringing this approach to sovereign debt? Yeah, I'm not a sovereign analyst, but I can give you a snapshot of what my colleagues in the Sovereign Ratings Group have been doing. Last year, they published a study on which countries would be most impacted as a result of climate change. And that took into account 118 different countries. And it was done using a vulnerability index. The countries which are most impacted, sadly, are the ones which are the poorest in the world, such as Bangladesh and Vietnam, Cambodia. Those countries in Southeast Asia and also in Africa would be the ones most at risk of climate risk impacting their sovereign debt. And that was published last year. But more recently, just a week ago, our sovereign colleagues put out another report, which was a big study done with Swiss Re, which looked at the impact of 1 in 250-year events on sovereigns in terms of climatic changes due to climate change. This was mainly tropical cyclones and also floods. And the result of that was that there would be an average 20% increase in the amount of downgrades as a result of climate change between now and 2050. And we also graded the countries which would be worst affected. Thailand, for example, could see its rating downgraded by up to 2 notches as a result of climate change, whereas other countries such as the Bahamas by about half a notch. So there's quite a wide range across the world. The most impacted regions of the world in terms of sovereign debt are, as you would expect, the Caribbean countries and those in Southeast Asia. So there's more work to be done in terms of how the impact of climate change has a tangible relation to corporate rating actions, but in fact it's an ongoing piece of research that we're doing. If you look at the people that are on the other side, that is corporations or states or markets, how do they welcome or not this initiative that you have taken?
Can you tell us something on the way all these people respond to your work? Yeah, in fact, there seems to be two different camps out there in the investor market, which is our target audience. There's those people who want to see the environmental issues, and not just environmental, but all ESG, environmental, social, and governance, fully integrated into credit ratings, whether it's corporates or sovereigns, right across the board. They want to see a one-stop shop for risk, whether it's credit risk, whether it's environment risk or governance risk. And I think that seems to be the way that we are going, a full integration and transparency and disclosure of how the risk impacts the credit rating. There are others who want to see a separate ESG rating or environmental rating, which just looks at that particular risk. The problem with that is how do you actually define it? I mean, everybody knows that a credit rating is a risk indicator of default. In other words, getting your money back on time and in full is the key thing that you find out from a credit rating. That's the probability of default. But if you do a rating on environmental risk, how do you actually define it? What actually is it going to mean to the investor, and how does that impact their trading decision, and how does that impact their capital allocation and capital requirement decisions? So I'm not saying it can't be done, but it's still a work in progress. Well, thank you very much. Now we are going to shift, this is the word, to your neighbor on your right. Donc Bertrand, je le redis, actuellement dirigeant de la Banque mondiale. On va commencer par la même question que pour notre ami Michael Wilkins. Tout le monde connaît la Banque mondiale, c'est pas sûr que tout le monde sache exactement ce que ça fait. Est-ce que tu peux décrire quelles sont les principales missions de la banque et du coup y adjoindre une question spécifique à cette table ronde qui est où est-ce qu'il est plus ou moins facile de prendre en compte l'enjeu climat dans les missions de la banque? Alors, la Banque mondiale, c'est un groupe d'abord. Alors, c'est un groupe un peu compliqué parce que c'est un groupe qui est constitué de différentes entités qui sont elles-mêmes réglées par différents traités. Donc, ce n'est pas un groupe au sens comptable du terme, il n'y a pas de holding, etc. Le premier étage de ce groupe a été créé en 1944 en même temps que le FMI, ce sont les fameux accords de Bretton Woods. L'institution s'appelait IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, et sa mission, c'était vraiment reconstruire le monde après la guerre. Ça existe toujours aujourd'hui, c'est toujours la raison sociale d'un des 4 piliers du groupe, et c'est la banque qui prête aux pays émergents. Les grands clients de IBRD vont être la Turquie, l'Indonésie, le Mexique, la Chine, etc. Et c'est vraiment une banque qui traite avec les États. Vous avez une institution sœur de IBRD qui s'appelle AIDA, qui a été créée un peu plus tard en 1960, qui elle aussi, même si c'est moins contraint par les traités, traite traditionnellement avec les États, mais les États les plus pauvres. 50% de l'activité de AIDA, c'est l'Afrique subsaharienne, 50% c'est le reste du monde, avec une grande partie effectivement Asie du Sud, et puis quelques pays un peu partout sur la planète, comme la Bolivie, quelques îles des Caraïbes, du Pacifique, etc. Donc c'est IBRD. Pardon de t'interrompre, tu as dit un truc important, toutes ces entités prêtent à des pays. IBRD et AIDA, c'est ce qu'on appelle la Banque mondiale d'ensemble, et ça traite avec des États. À côté de ça, il y a 2 entités qui traitent avec le secteur privé, qui ont été créées pour ça. Une très ancienne qui s'appelle IFC, International Financial Corporation, de Société financière internationale en français, SFI, qui a été créée en 1956 et qui en réalité traite sur l'ensemble du spectre des opérations commerciales, depuis la participation en fonds propres. Et le IFC a un portefeuille qu'on pourrait qualifier de private equity de 15 milliards de dollars aujourd'hui, dans l'ensemble des pays émergents en développement de la planète. Des participations, des projets, du project finance, infrastructure, PPP, etc. Fait aussi de la dette. Donc IFC, c'est vraiment le bras armé dans le secteur privé. Et vous avez une entité qui est beaucoup plus petite qui s'appelle MIGA, dont Alain et Pascal ont beaucoup parlé dans leur rapport, qui est en fait, pour être extrêmement simpliste, une COFAS internationale qui garantit pour le risque politique. Et donc c'est l'ensemble de ces institutions, donc traitant avec des États comme avec des entités du secteur privé, qui s'appelle le groupe Banque mondiale. Alors quand on est groupe Banque mondiale, on est effectivement une banque, donc on intervient en financement, et c'est de ce point de vue-là très important qu'on discute de ça aujourd'hui. Et après, alors, on peut avoir des débats sur quand on fait un prêt à l'agriculture, quelle est la part de ce prêt qui relève du financement climat. Après, on rentre dans la cuisine, et c'est pas très ragoûtant, mais c'est important de le faire.
Mais il n'y a pas que la partie financement. Tu as longuement parlé du Financial Stability Board. J'ai participé avec Marc Carnet. On a vraiment été en soutien. Je suis intervenu dans les réunions qui ont préparé le fameux statement historique. Et c'est pour ça que je réagissais à ce que disait Alain. La Banque mondiale est une des voix qui s'exprime dans un certain nombre d'organes de régulation ou de ce qu'on appelle de fixation des standards, que ce soit les organes de fixation. Alors, la plupart des gens trouvent ça très ennuyeux et ne comprennent pas. Mais en réalité, c'est très important quand vous parlez de standards en matière de comptabilité. Quand vous parlez de standards en matière d'audit, ça a évidemment un impact très structurant sur plein de décisions sur la planète. Et on fait partie de ces organes, de même qu'on est représenté au Financial Stability Board. Donc, au cas particulier, c'est moi qui participe à ces travaux. Et pour ça, quand tu as dit la finance ne s'y intéresse pas, etc., c'est facile. Non, mais je veux dire, Jean-Marc, on se connaît depuis suffisamment longtemps. Nous avons aussi quelques paternités communes. Donc, on peut se dire... C'est pas en jetant la finance comme ça qu'on va faire avancer les choses. C'est trop facile. Je pense que la finance, il y a un certain nombre d'acteurs. Et quand on a fait justement cette réunion avec le Financial Stability Board, les acteurs de la finance, pour voir comment le changement climatique était un élément du risque systémique financier, puisque c'est bien ça la responsabilité du Financial Stability Board. Est-ce que le changement climatique met en péril la stabilité financière, comme le subprime a mis en péril la stabilité financière ? Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. Quand vous demandez dans la rue, ou peut-être dans cette salle, ce que c'est que la finance, les gens vont vous dire les banques. Et c'est vrai que les banques ne sont pas forcément les mieux équipées pour parler de ça. Mais les banques, c'est une toute petite partie de la finance. Les compagnies d'assurance ont dépensé 15 milliards de dollars en recherche sur le changement climatique depuis 15 ans. Qui a fait mieux ? Qui a fait mieux ? Ces gens-là savent, puisque notamment le risque physique dont parle Marc Carnet, c'est bien né dans cette réunion, c'est bien là qu'on l'a caractérisé. Les assureurs savent qu'il y a une hausse de fréquence, d'intensité et de coût des catastrophes naturelles. Et ça existe, et ça existe depuis 15 ans, 20 ans, et ça, c'est documenté. Donc dire la finance ne s'intéresse pas, je ne suis pas d'accord. On a beaucoup travaillé du point de vue des assureurs. La finance, c'est aussi les investisseurs. Je pense qu'à terme, dans ce débat très important sur le prix du carbone, où la Banque mondiale est un des acteurs importants, une des voix qui porte, un des vrais changements, au-delà de ce que tu as appelé les 10 milliards du fonds vert, les 100 milliards par an, ça va être effectivement les milliers de milliards qu'on va être capable de mobiliser chaque année. Et ces milliers de milliards, ils seront mobilisés par les AXA, par les BlackRock, par les Amundi, par les fonds de pension, par les fonds souverains, etc. Et ces gens-là, ils sont autour de la table et ils y réfléchissent. Encore une fois, regardez dans les mois qui ont précédé COP21, le nombre de ces gens qui ont commencé à faire quelque chose. Et ça, c'est très significatif. Le jour où un BlackRock, ou un AXA, ou un Amundi, ou un Allianz, ou un fonds Norges, le fonds norvégien, disent « Nous, on va intégrer un pricing carbone en décision d'investissement, au-delà de simple fait de dire on arrête de faire du charbon, mais on va intégrer », je peux te dire que le marché va suivre. Donc ça ne sert à rien de jeter la finance aux gémonies en disant bah, il était temps qu'ils y arrivent, etc. C'est compliqué. Ces gens-là sont aussi les dépositaires de ton argent pour les fonds de pension, etc. Tout le monde est un peu schizophrène sur ces sujets-là. Tout le monde est un peu schizophrène. Donc c'est important de ne pas tomber dans le simplisme ou une dramaturgie un tout petit peu facile. Une question à Rambourg là-dessus. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont strictement de la compétence de la Banque mondiale, qui ont un effet de levier direct sur les décisions d'investissement? Est-ce qu'on peut être un peu bien sûr. précis? J'essaie de rappeler un peu tout ce qu'on fait. Donc, on a effectivement cette partie de advocacy et de définition des standards. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. On participe à la définition de l'écosystème. Mais on est aussi un membre de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en tant que Banque mondiale, en tant que SFI, en tant que MIGA, on est une banque. Et donc, comme banque, comment est-ce qu'on alloue nos ressources? Comment est-ce qu'on alloue notre capital? Est-ce qu'on alloue notre capital plutôt sur des projets qui ont une dimension climat? Comment on le fait? Quels sont les standards? Juste pour donner un ordre de grandeur, les engagements annuels de la banque, c'est combien? Alors, les engagements du groupe Banque mondiale, si on prend toutes les entités que j'ai mentionnées, c'était il y a 2-3 ans autour de 50 milliards. Ça, c'est ma petite page commerciale personnelle. Et compte tenu des différentes réformes que j'ai poussées avec le président, on est plutôt en train de se diriger vers 70 milliards. Et je ne désespère pas qu'on continue à monter. Donc, c'est des chiffres qui sont relativement significatifs, mais surtout, ils sont significatifs parce qu'ils ont un effet de levier. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que quand on met $1, c'est bien qu'il y ait 3, 4, 5, 6 ou 10 dollars qui viennent derrière. Parce qu'on contribue à rassurer quelqu'un qui co-investit avec nous, on contribue à établir des standards. Et donc, on a une démarche tout seul et avec nos partenaires de la BEI, par exemple, de l'AFD, toute une série d'agences de développement, on contribue à mobiliser d'autres. Et c'est là, pour moi, que l'effet est essentiel. Et c'est là qu'on a des débats très compliqués, encore une fois, de chiffrage. Quand l'OCDE a dit on est à 62 milliards, il faut qu'on passe à 100 milliards, immédiatement, tout le monde dit oui, mais il y a des hypothèses. C'est vrai qu'il y a des hypothèses. Et c'est compliqué. Quand on est une institution comme la Banque mondiale, on fait aussi de la santé et de l'éducation.
Et alors quand vous dites on va faire plus de climat, les gens disent ah bah, si vous faites plus de climat, vous allez faire moins de santé. Et qui êtes-vous pour dire que le climat c'est moins important ou plus important que la santé? Malheureusement, 100% ça fait 100%. Je ne sais pas faire 50, 50, 50 pour faire 100. Donc on a ces débats. Donc il faut pas arriver chacun avec sa priorité, etc. Donc on a eu ce débat. Aujourd'hui, selon les méthodes dites OCDE qui correspondent plus ou moins aux nôtres, autour de 20% de nos interventions qui sont des interventions climat, ce qui fait en gros 10 à 15 milliards, pour faire court, en direct et avec effectivement un effet de levier derrière. Donc on rajoute 10, 20 ou 30 milliards d'effets de levier derrière. Et on a pris la décision d'ici 2020 de faire passer d'augmenter ce pourcentage d'un tiers et de passer à 28% d'un montant plus important. En gros, on était plutôt à 20% de 50, et j'espère qu'on passera à 28% de 70, 80 ou 90, ou je ne sais où on sera en 2020. Donc c'est ça le mouvement sous-jacent. Contribution directe, mais qui pour moi est importante en tant que telle, mais qui est aussi importante par l'effet d'entraînement et d'exemplarité qu'elle peut avoir autour. D'accord. En gros, enfin, l'essentiel a été dit, mais si on regarde par-delà ce qui vient d'être exposé sur ce que la banque fait aujourd'hui et ce que la banque fera demain, j'allais dire en prolongation, est-ce qu'il reste dans le giron de la Banque mondiale des grands chantiers à ouvrir qui aujourd'hui sont encore très émergents et qui correspondraient bien au mandat de cet organisme? Tous les sujets, comme on le sait parfaitement dans cette c'est des sujets qui sont sensibles. Moi, je venais d'arriver quand on a publié notre papier sur l'énergie. C'est un papier qui a mis 2 ans à être sorti, que je trouvais relativement équilibré. Il y a une vingtaine de pages sur ce qu'on veut faire en matière d'énergie, notamment en faveur d'accès à l'électricité pour les pays les plus pauvres, d'électricité à bon prix, d'électricité fiable et d'électricité renouvelable, enfin propre. C'est comme ça qu'on veut faire. Et il y a eu, sur 20 pages, il doit y avoir 5 lignes pour dire que dans un tout petit nombre de cas, quand il n'y a pas d'autre alternative, etc., on pourrait éventuellement, sous condition, considérer le charbon. Et bien, surprise, surprise, au lieu de regarder les 19 pages et 30 autres lignes, on n'a regardé que ces 5 lignes. Ça, c'est des choses qui m'agacent. Encore une fois, je le dis, c'est très facile de prendre une posture un peu morale en disant « c'est pas bien, il faut toujours faire, etc. » Évidemment qu'il faut toujours faire les choses le mieux possible. Mais moi, j'ai été biberonné, notamment, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Cantu, qui a été patron du FMI, et à qui on a souvent fait la critique. Comment vous, qui êtes un chrétien engagé, pouvez-vous cautionner les horreurs du FMI et de la Banque mondiale? Et Michel avait cette réponse que je fais mienne, et il reprenait Peggy. Il disait, quand vous êtes dans la machine, vous avez les mains sales. Et si vous voulez garder les mains propres, vous n'avez plus de mains. Et ben donc je redis ça, il faut qu'on traite ces questions de manière assez forte. Je veux dire, le monde, il n'est pas blanc ou noir. Si vous me permettez un très mauvais jeu de mots, il y a 50 nuances de gris entre les deux. Alors il faut choisir le gris. Je ne savais pas qu'il se passait ce genre de choses à la Banque mondiale, mais ce coupe toujours. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'encore une fois, il faut qu'on soit dans le réel. On n'est pas juste dans l'incantation, on est dans le réel et dans l'action. Et l'action, parfois, il faut faire des compromis. Alors, il faut les faire les moins possibles, les mieux encadrés et ne pas s'en cacher. Mais il faut l'accepter. Donc, pour revenir sur ta question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense qu'il faut qu'on fasse, effectivement, qu'on délivre sur ce que je viens de te dire. Donc, on mobilise plus d'argent, qu'on entraîne plus de gens derrière nous. Je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus avec le secteur privé, parce qu'on est encore très fragmenté, privé ou public. Et dans beaucoup de cas, c'est une solution qui est à la fois privée et publique. Et ça, c'est compliqué partout. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout le monde dit PPP, PPP. Ça ne marche pas toujours. Il y a beaucoup d'histoires horribles. Donc reconnaissons-le, faisons en sorte que ça marche bien. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de prioritaire pour la banque comme pour tout le monde. Il faut qu'on ait une bonne coopération publique-privée. Ça c'est vraiment essentiel. Et il ne faut pas raconter des histoires en disant, comme un nouveau mantra, faisons des PPP. Ça nécessite des gens, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite des contrôles, ça nécessite beaucoup de choses. Ça, c'est important. Et puis je pense qu'il faut qu'on continue, ça je rejoins ce que disait Alain tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on continue notre campagne sur le prix du carbone. Je pense que ça c'est vraiment... alors ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est un sujet à 5, 10, 15 ans, c'est ce que Marc Carnet appelait la tyrannie des horizons, c'est qu'à 15 ans personne s'en soucie. Aucun banquier central n'est en charge des 15 prochaines années, il regarde à 3-5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Il faut qu'on se prépare. Alors, est-ce que c'est progressif, comme tu dis, on passe par 20, 30, 40 avant de passer à 50, 60, puis à 80, 100 $ la tonne? Ou est-ce qu'on prend le risque de passer une falaise à 100 et que tout le monde se casse la figure? J'en sais rien, mais je pense que c'est ça sur lequel il faut qu'on intervienne. On pourrait continuer longtemps, mais encore une fois, le fait d'être à la fois dans les organes où on discute, dans les organes où on décide, et d'être en plus
des gens qui peuvent mettre de l'argent sur la table, je pense que ça donne une certaine responsabilité et qu'il ne faut pas la refuser, même si parfois, encore une fois, il faut se salir les mains. Une dernière question, mais en 5 secondes. Est-ce que tout ce que tu viens de dire, tu aurais pu le dire il y a 2 ans, ou est-ce que les choses sont vraiment en train d'évoluer très vite? Oh bah oui, moi je pense que j'aurais pu le dire il y a 2 ans. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé les réformes que j'ai poussées à la banque. Donc oui, non, je suis pas. Les choses évoluent évidemment. Enfin, mais je pense que le thème est là. Je pense que le thème est là. L'idée de s'engager avec le privé, c'est vrai. Le prix du carbone, c'est vrai. Mobiliser plus de fonds, c'est vrai. Le faire de manière plus soutenable, c'est vrai. Tout ça est vrai. On n'a peut-être pas dit les mêmes chiffres, les mêmes détails, mais fondamentalement, oui, c'est vrai. Bon, on va continuer le glissement. J'allais faire une mauvaise blague, le glissement vers la droite. Donc, avec Philippe Zawati. Donc, même question que pour les voisins de gauche. Que fait Mirova? Mirova est une société de gestion d'actifs, filiale de Natixis, jeune société de gestion d'actifs, puisqu'elle existe depuis 2 ans, depuis 2014, qui a la particularité d'être spécialisée sur ce qu'on appelle l'investissement responsable. C'est-à-dire que nous avons la conviction qu'il est important de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux dans l'ensemble des décisions d'investissement que l'on prend. Et c'est une société de gestion qui gère aujourd'hui 6 milliards d'euros, ce qui est à la fois un chiffre important et puis tout petit. Ils viennent d'où ces 6 milliards d'euros? Qui vous les donne? On les a trouvés sous le sabot d'un cheval. Non, c'est de l'argent qui vient de nos clients, des clients particuliers et des clients institutionnels. Donc c'est à la fois de l'argent qui vient de l'épargne des Français à travers des produits financiers qui sont distribués dans les réseaux, notamment des caisses d'épargne et des banques populaires, qui sont les banques, nos actionnaires du groupe. Et puis de l'argent qui vient d'investisseurs institutionnels, de compagnies d'assurance, de fonds de pension, etc. Donc voilà, donc je disais un chiffre à la fois important et tout petit, puisque si on le compare à l'ensemble des actifs qui sont gérés uniquement par le groupe Natixis, dans gestion d'actifs, c'est 800 milliards d'euros. Donc on est 6 milliards sur 800 milliards. Donc je me suis déjà fixé comme premier objectif d'arriver à 1% assez rapidement. Et puis après, on s'attaquera aux 99% qui ne sont évidemment pas gérés de façon irresponsable. Mirova a financé ton voisin d'extrême droite, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, lui, là, et moi, pour développer une méthode qui s'appelle Carbon Impact Analytics et qui vise à évaluer la contribution d'un portefeuille d'actifs à la transition bas carbone. Oui. Il s'agit de quoi? En fait, encore une fois, on veut prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux. Donc évidemment, le sujet de l'impact carbone est essentiel. L'impact climat est important. Alors, évidemment, c'est l'actualité, mais de toute façon, c'est un des sujets qu'on regarde. Et on se dit qu'on a besoin d'un outil pour ça, pour nous permettre de mesurer cet impact dans nos portefeuilles. À la fois de mesurer, et puis que ce soit un outil aussi qui nous serve à agir. On a, comme beaucoup d'autres institutions et beaucoup d'autres sociétés de gestion et d'autres investisseurs, ces 2 dernières années, signé un certain nombre d'engagements. Alors effectivement, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans la finance depuis 2 ans. Donc on a signé notamment deux engagements importants qui sont le Montreal Carbon Pledge, puis la Portfolio Decarbonization Coalition. Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi ces 2 initiatives qui regroupent une grosse centaine d'investisseurs qui représentent des centaines de milliards? Ça dit on va mesurer l'empreinte carbone de nos portefeuilles, on va la communiquer et puis on va faire en sorte de la réduire. OK. Donc très bien, sauf que une fois qu'on a dit ça, se pose la question de comment on fait. Et comment on fait aussi et quelles méthodes on utilise qui nous permettent d'agir vraiment, c'est-à-dire de faire des modifications substantielles ensuite dans nos portefeuilles et nos allocations d'actifs. Or, on se rend compte assez vite que quand il s'agit de faire ce type de mesures sur un projet donné, on sait assez bien faire. Typiquement, je sais pas, moi je veux construire une centrale solaire ou une nouvelle infrastructure ou voilà, un projet quel qu'il soit. On va
assez facilement mesurer combien il faut de carbone, d'émissions de carbone pour fabriquer le projet, puis ensuite pour le faire vivre, pour éventuellement pour le démanteler. Puis on va comparer ça à un scénario de référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le projet. Ça, on y arrive assez bien. Et donc on sait à la fois combien on va émettre de carbone, et puis éventuellement combien le projet lui-même va nous permettre d'éviter de tonnes de carbone dans le futur, typiquement dans le cadre d'une centrale d'énergie renouvelable. Le problème, c'est que quand on arrive au niveau d'une entreprise, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis alors, quand on arrive au niveau d'un portefeuille financier, là, ça devient extrêmement complexe parce qu'il y a des doubles comptages, des effets cumulatifs. Et donc, on utilise le plus souvent des outils qui ont été créés ces dernières années, qui sont très intéressants, qui consistent à récupérer en fait les données que nous donnent les entreprises. Or, les entreprises, généralement, elles communiquent principalement sur leurs émissions directes. C'est-à-dire, en gros, si je mets un compteur au bout de mon usine, combien ça émet de carbone. Puis ensuite, ça c'est Scope 1, enfin, vous connaissez ça 10 fois mieux que moi. Moi j'ai l'impression de parler de... c'est horrible. Donc, le Scope 1, le Scope 2, c'est l'électricité qui est utilisée pour faire son activité. Et puis, on oublie généralement les émissions indirectes, mais surtout, on oublie... très souvent, le carbone qui va être évité par les produits et les solutions qui sont mises en œuvre et qui sont développées par les entreprises. Et ça, c'est super important d'un point de vue investissement. Parce que nous, ce dont on a envie, finalement, c'est d'un outil qui nous permette, qui nous dise, voilà, comment il faut désinvestir d'un certain nombre d'industries ou d'entreprises qui sont aujourd'hui très fortement émettrices en carbone, pour aller non pas vers des entreprises qui sont neutres en carbone, mais si possible vers celles qui sont les plus innovantes, qui apportent des solutions. Pourquoi aussi? Parce que c'est là où on va trouver le maximum d'opportunités financières pour avoir de bonnes performances en termes d'investissement. D'accord. Et donc c'est ça que nous avons co-développé, que vous avez développé et qu'aujourd'hui nous utilisons. Et donc nous avons publié la semaine dernière l'empreinte carbone de l'ensemble de nos portefeuilles avec cette méthode. Dans cette période, du coup, où on voit émerger des initiatives louables, soit dit en passant, d'un certain nombre d'acteurs, il y en a au moins 2 qui ont été évoqués quand on est parti de l'extrême gauche, il y a bien évidemment un risque de confusion pour les acteurs parce qu'il y a des méthodes différentes qui circulent sur la place, etc. Est-ce que tu as un avis sur la manière dont tout ça va converger ou pas converger un jour? Est-ce que c'est pas grave que ça converge pas? Est-ce que ça doit finir par converger? Et à ce moment, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui pourrait se passer pour que ce processus de convergence prenne place? Je sais pas, enfin, en tout cas, sur les méthodes d'empreinte carbone, moi je pense qu'il est trop tôt pour converger. Il y a un temps pour innover et puis il y a un temps pour converger. Si on veut absolument on veut une convergence tout de suite immédiate, qu'est-ce qu'on va faire? On va très certainement avoir une convergence vers le plus petit commun dénominateur, parce que ce n'est pas possible autrement. Et on va donc bloquer les innovations. Je pense que cette science, en quelque sorte, de mesure de l'empreinte carbone est beaucoup trop jeune pour exiger que tout le monde utilise le même modèle aujourd'hui. Donc il faut laisser les choses se développer, laisser les innovations arriver, et on aura une standardisation dans le futur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si une entreprise dit moi je considère que j'émets un climate bond, Mirova va faire confiance à la déclaration unilatérale de l'entreprise en question, va dire à Standard & Poor's donnez-moi votre avis, ou bien dit maintenant j'ai ma méthode, donc l'entreprise me raconte exactement ce qu'elle veut, moi je m'en fiche, j'utilise ma méthode et je passe à la moulinette de ma méthode, et si et seulement si ma méthode dit que c'est bien, alors je mettrai ça dans les actifs dans lesquels je vais investir. Bon, alors, il n'est pas question de faire confiance, il est question d'analyser, d'étudier, faire de la recherche. Je veux dire, on a des équipes de recherche qui sont là pour ça. On peut utiliser les données d'agences financières ou extra-financières, ça apporte de l'information. On n'attendra pas que Standard & Poor's ait dégradé Volkswagen pour ne pas investir dans Volkswagen, puisque précisément, nous n'étions évidemment pas du tout investis dans Volkswagen pour au moins 2 raisons, qui étaient que la notation gouvernance de Volkswagen était assez catastrophique et que par ailleurs, d'un point de vue environnemental, il était assez évident que s'il y avait une entreprise automobile qui n'avait pratiquement rien fait dans le domaine de la recherche et développement sur les sujets climatiques, c'était Volkswagen, et qu'on est vraiment à 1000 km de ce que faisait Toyota ou BMW en la matière. C'est le cas de le dire.
Donc voilà, donc ça effectivement c'est basé sur notre recherche. Sur les green bonds et climate bonds, on a effectivement une vision propre sur le sujet avec deux éléments, à la fois les projets sous-jacents, puisque la particularité des green bonds, c'est précisément de financer des projets et pas seulement l'activité générale de l'entreprise. Donc on regarde évidemment les projets sous-jacents, la façon dont l'argent est fléché vers ces projets-là, puis on regarde aussi évidemment la qualité ESG, la qualité environnementale, sociale, gouvernance de l'émetteur elle-même. Si une entreprise qui a une qualité catastrophique vient émettre un green bond, on va pas forcément investir dedans. Cela étant dit, aujourd'hui, c'est ce débat sur est-ce que les green bonds sont vraiment green, je pense que c'est un débat d'un intérêt second. Je dirais que globalement, les green bonds qui ont été émis sur le marché, pour l'essentiel, sont de très bons produits et sont vraiment green. Et sont en tout cas très nettement plus green que tout ce qui n'est pas green bond. Donc, je dirais donc, de toute façon, je pense qu'il faut... on est très favorable au développement de ce marché. Vendredi, là, à la COP, à la journée finance, action finance de la COP, le sujet green bond était sur toutes les lèvres. On a parlé quasiment que de ça, des ministres tous les acteurs présents. Voilà, c'est un sujet important. Évidemment, il faut des garde-fous, mais enfin, on est clairement dans la bonne direction. D'accord. Dernier point, il y a dans le monde de l'investissement aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Divest ou Divest, je ne sais pas exactement quelle est la prononciation anglaise. En quelques phrases, il s'agit de quoi ? Un divest, ça consiste à désinvestir des fossil fuels, des entreprises de tous, des entreprises donc des combustibles fossiles. Donc le mouvement divest, il est par définition, mais c'est normal, c'est un mouvement d'ONG, de société civile, donc c'est un mouvement radical. Et quelquefois, on a besoin d'avoir des mouvements radicaux, c'est aussi important. Et donc, ça consiste à se désinvestir complètement des fossil fuels. C'est parti notamment des universités américaines et des étudiants américains qui ont demandé à leur fondation d'université de désinvestir de ces sociétés pétrolières. Moi, je pense que c'est un mouvement intéressant. On est évidemment, nous, des investisseurs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plus le côté invest que le côté divest. C'est-à-dire, finalement, une fois qu'on a désinvesti, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a récupéré. Mais pour autant, parce qu'il y a souvent un débat qui consiste à dire finalement désinvestir c'est pas bien parce que finalement une fois qu'on a désinvesti c'est terminé, d'autres ont investi à notre place, autant faire de l'engagement. Et moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que les deux sont intéressants. Et que c'est l'accumulation des deux qui a un pouvoir assez fort. C'est-à-dire qu'on a bien vu que tous les engagements qui ont été faits par les investisseurs institutionnels vers les compagnies pétrolières depuis des années n'ont quand même pas eu un impact extrêmement fort. Et depuis que le mouvement Divest est arrivé, qu'il y a ce côté des investissements qui arrive, eh bien, faire de l'engagement devient plus facile et on peut avoir plus effectivement d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas désinvestir aussi. Pour moi, je ne pense pas que l'un soit exclusif de l'autre. On va finir ce premier tour avec Anthony Attia, qui dirige donc la place de marché Euronext Paris. Euronext a fait très récemment un communiqué de presse en expliquant qu'il venait de faire un grand coup de revamping de l'indice Low Carbon 100. Mais s'il a été revampé, c'est qu'il existait déjà. La première question, c'est donc comment est né cet indice, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, soit dit en passant, et qui s'en sert? Alors, d'abord, quelques mots sur Euronext, parce que je ne suis pas sûr que les gens savent ce que c'est qu'une bourse et à quoi ça sert. On a l'impression qu'on le sait, mais souvent on mélange la mauvaise finance et la bonne finance, comme dirait notre ministre. Les opérateurs de marché réglementés, transparents, comme Euronext, c'est la bonne finance. On organise la bonne finance pour rester modeste. Et Euronext, en l'occurrence, c'est le regroupement des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, et on a une place de marché à Londres aussi. Et notre stratégie, elle est simple, hein, c'est d'aider au financement de l'économie réelle et de mettre en rapport les investisseurs et les sociétés qui recherchent du financement, mais dans un cadre réglementé, dans un cadre transparent. Donc évidemment que les bourses comme Euronext, mais Euronext en particulier, depuis plusieurs années, travaillent sur des initiatives de type ESG. On en a fait beaucoup, on va continuer à en faire. Il faut que ça soit concret.
Donc on a fait beaucoup pour le financement des PME, notamment des PME de croissance avec Internext en France, ça marche très très bien. Donc c'est l'accès au marché et à un pool d'investisseurs. On a fait beaucoup pour les green bonds aussi. Moi j'aime toujours citer l'exemple du green bonds de la région d'Île-de-France l'année dernière qui a levé 650 millions d'euros, ce qui représente les 3/4 de leur budget d'investissement en infrastructure comme le financement du tramway. Donc on est sur des choses très très réelles. On a aussi beaucoup fait sur ce qu'on appelle les marchés à terme sur matières premières, donc c'est les commodities. La spécificité d'Euronext, c'est qu'on parle de matières premières de type agricole, donc le blé, le colza, le lait, et plus récemment les granulés de bois, qui sont un bois de chauffage domestique, hein, je précise. Et la spécificité, c'est qu'on est sur des produits qui sont réglés, livrés en physique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les participants de ce marché-là sont issus de l'économie réelle, et ce sont des coopératives qui utilisent nos produits pour se couvrir et pour s'assurer de leur production. Alors le dernier en date est le revamping, donc le renouveau, le reboot de notre indice Low Carbone 100 que l'on avait lancé en 2008 avec une méthodologie à l'époque qui était assez simple, hein, qui était de dire on va sélectionner parmi les 300 plus grosses capitalisations européennes les 100 qui ont par secteur le meilleur calcul de leur empreinte carbone. Et donc on a jugé il y a un an qu'il fallait revoir cette méthodologie. Et on a regroupé différents acteurs, dont Carbone 4, évidemment, autour de la table, et puis Natixis, et puis Kepler, et puis PNP, et puis la Caisse des dépôts, et des ONG. Et donc il a fallu un an pour accoucher d'une méthodologie qui soit la plus à la pointe pour cet indice-là. Qui s'en sert de cet indice? Alors, peut-être quelques mots d'abord sur la philosophie, hein. Un indice, à quoi ça sert? Ça peut servir à beaucoup de choses. Celui-là, c'est un indice qui sert pour ce qu'on appelle la gestion passive. Et donc, ça permet de flécher des fonds qui vont investir sur des actions avec certains critères. Et donc, l'idée, c'est qu'on leur donne un support qui va les aider à donner du sens à leur investissement. Et ce support va rester à jour grâce au rééquilibrage de cet indice avec des valeurs qui sortent et qui rentrent. Peut-être quelques mots sur la méthodologie avant de parler des utilisateurs Éventuellement. Oui. Donc la nouvelle méthodologie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors encore une fois, j'en parle très modestement parce que c'est Carbone 4 qui nous a beaucoup aidé à trouver les bons indicateurs. On est très modeste. Faut parler plus fort. Du côté gauche, je crois qu'il y a faut parler plus fort parce qu'il y a les concurrents de Carbone 4 sont en train d'envoyer un truc qui fait du bruit là. Voilà. Alors donc la nouvelle méthodologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit on va essayer de prendre en compte les émissions carbone en amont et en aval de la société en question. Donc il s'agit de regarder le cycle entier des fournisseurs jusqu'aux clients. Donc c'est le fameux Level 3 hein, dont on parlait tout à l'heure. Également, et là c'est une grande innovation, cette méthodologie va prendre en compte les émissions évitées. Alors c'est plus compliqué, hein. Il faut beaucoup de data, il faut les bonnes données, il faut la bonne transparence. On va ensuite injecter dans l'indice un groupe de pure players innovants qui vont directement contribuer à la route pour la réduction des 2 degrés de la COP21. Et donc cet indice nous permet d'avoir un support le plus innovant du marché aujourd'hui pour la gestion passive, donc pour tous les fonds qui ont envie de diriger l'épargne longue par définition, vers les sociétés européennes qui sont les bons élèves en matière de transformation énergétique. Dans l'indice, on a un comité d'experts qui va pouvoir décider des entrées et des sorties de l'indice, parce que quelquefois il y a des décisions à prendre et on veut pas exposer l'indice à des controverses. Et enfin, ce comité d'experts va faire vivre cet indice et la méthodologie pour rester au top de l'innovation. Donc les utilisateurs sont vous, moi, c'est des gens qui ont envie de placer leur épargne ou des professionnels sur des supports qui font sens par rapport aux grands défis de la transformation énergétique.
J'imagine que c'est encore un tout petit peu tôt pour juger du retour de tous ces gens-là par rapport à l'annonce qui vient d'être faite, ou bien il y a déjà des premiers retours dont il est possible de parler? Alors, on a annoncé l'indice, le nouvel indice la semaine dernière. En une semaine, on a eu deux grands établissements qui veulent à la fois créer des produits structurés sur cet indice, donc ce qui est bon signe, hein, c'est comme ça qu'on va attirer l'épargne longue et qu'on va la flécher, et à la fois développer des gammes d'indices un peu plus spécialisés, s'inspirant de cette méthodologie. Donc pour l'instant, c'est un lancement réussi. D'accord, donc les premiers clients sont venus rapidement, on peut dire. Une question, alors Euronext n'est pas la seule place de marché en Europe, même si son nom est très européen. Est-ce que ces histoires, c'est pas du tout péjoratif, mais cette affaire de notation sur le contenu carbone des investissements est en train de devenir un sujet de compétition entre places boursières, ou si on est très honnête, on est forcé de dire que c'est raisonnablement anecdotique dans la manière dont les places se comparent? Alors nous avons effectivement une compétition non pas entre les places boursières directement, mais entre les gens qui calculent et qui produisent des indices. Donc il y a plusieurs indices low carbone qui existent dans la nature, en restant toujours très modeste. Le nouveau low carbone 100 d'Euronext est le plus innovant. Et on compte le rester. Moi, je crois que Merci. Merci. Je crois que la compétition est absolument nécessaire hein, sur ces sujets-là, parce qu'on explore tous les bonnes méthodologies, les bons supports, et donc il faut cette émulation. Et on n'est pas du tout au stade où il y a une seule méthode qui va s'imposer. Donc oui, il y a la compétition. Oui, il faut la promouvoir. Est-ce que les bourses, dans leur ensemble, considèrent ce genre de produit ou ce genre d'investissement comme étant clé dans leur stratégie? Pas suffisamment. Euronext, c'est notre cas parce qu'on est une bourse par définition de financement de l'économie et des entreprises. Donc forcément, on est un peu plus en avance, mais vous avez d'autres bourses qui travaillent principalement sur des sujets de marché dérivé professionnel, par exemple, qui sont quand même assez loin de ces sujets-là. Je pense que ça va changer. Je pense que les bourses qui travaillent sur les marchés actions et sur le listing ont un devoir de promouvoir les normes en termes de transparence et d'influencer nos régulateurs pour qu'à terme, eh bien, tous les critères d'ESG deviennent non plus un chapitre que l'on trouve en annexe des prospectus, mais un critère que l'on voit partout dans les comptes, partout dans la stratégie, et que ça soit une banalisation, mais au sens positif du terme. Et du coup, si on essaye de regarder un petit peu vers l'avenir, on peut avoir envie de se dire, quand on est très optimiste, ce qui est le cas d'un certain nombre de gens ici, que dans la droite ligne de ce que vient de raconter par exemple McCarney, on devrait normalement voir ce genre de préoccupation devenir une des préoccupations centrales des investisseurs. Est-ce que quand on fait ça, on est en train de rêver sur la comète, ou est-ce qu'il y a un chemin qui peut s'écrire et qui ressemble un peu à ça? Moi, je crois qu'il y a un chemin qui est en train de s'écrire. On est très très loin d'avoir atteint notre but. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est impossible de parler de produits financiers transparents et réglementés sans parler de ESG, sans parler de la problématique du climat et sans parler de la transparence du reporting des entreprises à ce sujet-là. C'est le début, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, nous, on est très optimistes. D'accord. Et alors, du coup, je vais profiter de mon privilège d'animateur pour poser la première question de la salle. À vous 5. Comment est-ce que vous voyez l'éducation, entre guillemets, des analystes financiers sur ce sujet? Allez, Alain, on commence avec toi. Il y a peu, j'ai rencontré le directeur financier d'un grand groupe français qui me disait « c'est sympa tes trucs, mais j'ai aucun analyste financier qui me pose la moindre question dans mes roadshows financiers ». Donc je pense que le premier enjeu, c'est de converger vers des rapports intégrés ou en tous les cas vers ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, à savoir que l'extra-financier et le financier deviennent la même chose. Donc j'en profite puisque j'ai la parole pour dire à Bertrand que je me suis mal exprimé et que mes propos dépassaient ma pensée.
Évidemment, Merde, que on va pas voir un duel à l'épée à la sortie de la galerie. voilà, donc évidemment que je sais très bien qu'il y a une très grande hétérogénéité dans le secteur financier. Je n'ai jamais voulu dire que la finance était mal et que demain elle serait bien grâce à moi. donc non. Alors, donc pour revenir à mon point, oui, je pense que c'est pour ça que Marc Carnet, c'est vraiment important ce travail, parce qu'il montre, et là aussi que Euronext commence à se bouger, c'est très important, parce que ça veut dire que ces sujets dits extra-financiers ne sont pas à côté de ce qui est important, qui est le sujet financier. Quand donc les analystes financiers seront les uns proches des autres, au lieu d'être d'un côté les analystes extra-financiers et de l'autre les analystes financiers, je pense qu'on avancera bien. Et donc, si on est un peu pratique, on fait comment pour que ces gens-là se mettent à comprendre de quoi on parle, si on est très concret? Moi, j'ai un commentaire qui ne sera pas forcément polémique parce qu'on en parle beaucoup ici sur la place, mais déjà on a un problème de survie du métier d'analyste qui ne sait pas comment se financer. Et donc on a vu un appauvrissement du nombre d'analystes sur la zone euro, hein, qui sont beaucoup partis à la City à Londres et qui s'intéressent aux grandes capitalisations. Donc on a un premier défi qui est de faire la promotion de ce métier-là et de trouver un bon mode de financement, indépendant certes, mais je pense que l'urgence, elle est là, malheureusement. En termes d'éducation, je crois qu'il faut évidemment éduquer ces analystes, en tout cas ceux qui restent, mais il faut aussi éduquer les conseils d'administration et les actionnaires, les grands actionnaires. Et moi, je pense que c'est par là que ça commence. Et si les analystes voient que les actionnaires ont des préoccupations qui sont justement la sustainability, ils suivront. C'est amusant parce que comme consultant, on nous raconte l'histoire inverse. C'est-à-dire que le directeur financier nous dit tant que les analystes s'en foutent, moi je m'en foutrais aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet de serpent qui se mord la queue? Sans doute, mais de toute façon, il faut que tout le monde s'y mette, hein. Actionnaires, conseils, régulateurs et tous les acteurs. Philippe, l'éducation des masses populaires? Je ne sais pas trop. Enfin, sur le modèle économique des analystes financiers, j'ai une petite idée. S'il n'y en a pas assez et qu'ils ont trop de travail, on peut supprimer la publication des résultats trimestriels. Et à ce moment-là, ça leur fera peut-être un petit peu plus de travail. Je ne sais pas. Oui, non. C'est amusant parce que le patron de Solvay. Pure, Non, mais le patron de Solvay a émis cette suggestion. Je ne sais pas si c'était une boutade ou pas au Business and Climate Summit il y a quelques mois. Ça pourrait ne pas être une boutade parce que si on fait les comptes qu'une fois par an, on les fera plus sérieusement. C'est pas une boutade. Il y a une évolution vers un reporting un peu moins fréquent, certes. Et c'est certainement nécessaire. Maintenant, je suis pas sûr que moins de transparence nous aide, hein, sur nos sujets. Mais bon. Transparence et fréquence, c'est une question. Bertrand, comment est-ce qu'on fait pour que les analystes financiers comprennent cet enjeu? D'abord, je vais rassurer Alain. Je sais qu'il sait, et donc nous mettons un terme complet à notre polémique. C'était pour créer de l'animation autour de la table. Non, plus sérieusement, je ne sais pas si c'est un serpent qui se mord la queue, mais c'est un écosystème à construire. Et ce n'est pas juste les analyses, ce n'est pas juste le conseil d'administration, etc. Parce que c'est vrai que pris individuellement, chacun a assez peu d'incitation à agir, ou a intérêt à agir que l'autre bouge. A intérêt pour agir que l'autre bouge en premier. Et c'est pour ça que je reviens au point que je mentionnais, qui parfois est un point qui est un peu rébarbatif, qui sont les normes comptables, les normes d'audit, le stress test. La grande discussion qu'on a eue avec Marc Carnet, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il va pousser, c'est de dire commençons par publier, commençons par se mettre d'accord sur ce qu'on met dans les rapports, commençons par se mettre d'accord sur la méthode avec laquelle on raconte les choses, on parle beaucoup de reporting intégré, qu'est-ce qu'on met dans ce reporting intégré, etc. Et à partir du moment où ça devient quelque chose qui est systématique, le conseil d'administration va être impliqué, le directeur général qui signe les comptes avec le directeur financier va quand même commencer à regarder ce qu'il signe, etc., etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait une personne qu'il faut pointer du doigt en particulier autour de la table. Je pense que c'est l'écosystème qu'il faut changer. Ça ne se décrétera pas. Il n'y aura pas un grand soir où brusquement tout le monde va dire c'est formidable, on va regarder ça. Mais c'est en train de se faire. Je pense que ça fait partie de la révolution silencieuse que j'évoquais précédemment.
Il y a des directeurs financiers, parce qu'ils ont d'autres soucis, qui vont te dire, avec un peu de cynisme, bah, écoute, c'est pas mon problème, si personne ne me pose la question, moi je ne vais pas apporter de réponse. Et puis il y en a, parce que c'est la stratégie de l'entreprise, qui vont se mobiliser, qui vont le faire de manière authentique et qui vont avancer. Donc, à mon avis, c'est des choses qui vont se passer progressivement. Puis à un moment, il y a des points de bascule et ça va devenir tout à fait obligatoire. Donc, je ne suis pas très inquiet. Je pense que c'est en train de se faire. Jamais assez vite, mais toujours plus vite qu'on ne le craint. Mike, what suggestions can you make coming from the British pragmatic approach? Well, let me stick to the topic of what Mark Carney has said, since that seems to be very topical. He quoted recently the theme of the tragedy of the horizons, which basically implies that climate change risk is a long-term issue, and most investment analysts look at the short term. And I think this is true for the financial analysts that we have within Standard & Poor's and outside, which we see in institutions, that they tend to look more at the short term than at the long term. Our typical ratings horizon is around 5 years, and it's widely accepted that the risk of climate change is longer term than 5 years. However, and this is important, we can see the short-term impact of climate change policy as we move towards hopefully a 2-degree policy implementation, if that comes out at the end of next week, that those risks are actually materializing and crystallizing within a much shorter time frame. And that's something which financial analysts need to understand. And I give you a classic example. When we did our research in 2013 about the carbon constraints on oil and gas companies, we saw that if you move towards a 2-degree scenario, the price of oil would come down to $65 a barrel by 2017. And that's when oil was $110 a barrel. Now, we've seen the price of oil come down drastically, admittedly for several reasons, but we would argue that environmental and climate policy is one of the key drivers leading to a reduction in oil. And that's a short-term risk. We predicted at that time that the Canadian oil sand companies would face downgrades, and clearly that's happened. So I think, you know, within a 2-year time frame. So that short-term risk is now starting to be understood by financial analysts. The second thing I would say is that financial analysts need tools to help them do their analysis. And this is something which is happening more and more, with institutions providing new tools with new ways of actually integrating financial and climate risk into the mainstream. And I'll give another example, work that was done by UNEP and the German government through GIZ to develop a water tool to incorporate the cost of a true economic cost of water into into credit metrics. That was published about 2 or 3 months ago. And that's led to a number of financial analysts on the buy side, the institutional side, putting their portfolios through these stress tests. Again, so that tool is going to help them. So I think overall, financial analysts will need the tools. They'll need to understand the short-term horizon as well as the long-term horizon. And the final thing I'll say is pressure from investors. We've been pressurized ourselves at Standard & Poor's by entities like the Principles for Responsible Investment, which have something like a $40 to $50 trillion of assets under management. The PRI has been instrumental in putting pressure on us and other credit rating agencies to do more in terms of disclosing and integrating climate risk into credit rating. So that kind of pressure is going to make a phenomenal impact on financial analysis. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, non? Une? Tout d'abord, merci à Carbone 4 d'organiser un débat aussi intéressant. On est comme devant une pâtisserie trop bien achalandée. Je voudrais demander par exemple aux collègues de Standard & Poor's si je peux investir mes petites économies dans Mirosa, quelle est la note de Mirosa. Mais plus sérieusement, j'ai vu que le débat s'approche de certaines lignes rouges de la finance, que je ne connais pas mais que je suppose. Par exemple, le fait de supprimer les rapports trimestriels ou la tragédie des horizons, pour moi ça me renvoie à une tragédie qui s'est passée il y a 20 ans,
quand l'IASB a sorti une modification de la règle d'établissement des bilans comptables avec le mark-to-market et les dérives vers la dictature du court terme et vers le trading haute fréquence. De la même manière, autres lignes rouges, est-ce qu'elles seront abordées par le board de la regulation? C'est par exemple, certains acteurs importants de la finance considèrent que le problème numéro 1, ce n'est pas le climat, ce sont les inégalités. Qu'on ne peut pas résoudre la crise climatique sans réduire les inégalités, quoi. Voilà. Est-ce que ce genre de choses, ou bien il y a aussi le fait que le volume des transactions financières représente 30 fois, je crois, le volume de l'économie réelle, quoi. Est-ce qu'on fait quelque chose pour diminuer ça, ou est-ce qu'on continue comme ça? Voilà le genre de ligne rouge qui... bon, est-ce que c'est un rapport avec le climat? Il me semble que oui. Alors, trois questions. Donc, la fréquence des comptes, le mark-to-market, et est-ce qu'on a des objectifs séparés, quoique Bertrand en ait un peu parlé, ou des objectifs qui se rejoignent? Je vais prendre la parole sur la compta. Je partage complètement le point de vue qui a été dit par Bertrand tout à l'heure, que les référentiels comptables sont déterminants dans la vie de l'économie. Dans les propositions qu'on a faites dans le rapport avec Pascal Canfin et dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, nous avons suggéré qu'il y ait un travail pour justement réintégrer plus de long terme dans les référentiels comptables, donc notamment l'IASB et l'IFRS. Ce n'est pas du tout un problème de ligne rouge, c'est un problème de difficulté de coopération et de négociation autour de ces sujets-là. Je pense qu'il n'y a pas du tout de tabou. Moi, je n'ai pas été bloqué du tout par Bercy après ce moment de conférence. Je donnerai quelques exemples de blocage. Là, ce n'en est pas un. C'est juste extrêmement difficile. Sur les objectifs, Bertrand? Oui, j'ai juste rebondir, et puis sur les objectifs. Il faut bien comprendre, moi j'ai été pendant 5 ans directeur financier du groupe Crédit Agricole et de la Société Générale pendant la crise. Donc j'ai bien vu le problème des reporting trimestriels, du mark-to-market, etc. Il faut bien voir, que dans toutes ces négociations, elles sont internationales et que c'est extraordinairement compliqué parce que on aime beaucoup négocier avec soi-même. Donc on dit, bah oui, ça c'est pas bien. D'ailleurs, nous en France, on trouve que c'est pas bien. En fait, la France fait partie de l'Europe, l'Europe fait partie du G7, du G20, et le G20 fait partie du monde. Et donc, c'est vrai qu'on a raté le coup, qu'on a réagi un peu tard. Quand les normes comptables ont commencé à changer dans les années 90, en fait, tout le monde s'en moquait. Parce que c'était, c'est de la compta, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on reste mobilisé sur ces sujets-là. Parce que c'est des sujets souterrains et des sujets extraordinairement structurants. Et il faut pas se tromper. C'est pas très intéressant, c'est très compliqué d'en parler dans un journal télévisé, etc. Mais ça a un impact massif et général, puisque les normes comptables ou les normes d'audit, etc., s'appliquent à tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc pour avoir vécu ça dans ma chair, y compris au moment de la faillite de Lehman, etc., sur la valorisation de nos actifs, bon, c'est comme ça, c'était trop tard. Et c'est très compliqué de repartir à l'assaut en disant bah non, on ne veut pas, parce que vous avez des gens en face qui sont très confortables avec ça. Et vous ne pouvez pas tout seul, un peu contre les moulins à vent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais démissionner sur ces questions-là. Et il faut être très clair sur ce qu'on souhaite et très mobilisé. Ça c'est pour moi vraiment, vraiment, vraiment essentiel. C'était quoi, pardon, la deuxième question, Jean-Marc? Il y avait une question sur le mark-to-market, une question sur les objectifs et une question sur les objectifs de quoi, pardon? C'est ça que j'ai... Oui, est-ce que le plus important, c'est les inégalités ou le plus important, c'est le climat? Il me semble que tu as parlé de ça tout à l'heure. J'ai pas très bien compris votre question sur les inégalités, parce que je participe aux travaux du Financial Stability Board. Le mandat du Financial Stability Board, donc du Conseil de stabilité financière, c'est vraiment la stabilité financière. C'est ni le climat, ni les inégalités, ni quoi que ce soit. C'est est-ce que le système financier actuel est stable et quels sont les risques qu'on voit émerger pour éviter une nouvelle crise qui déstabilise l'ensemble du système. D'où l'interrogation de Marc Carnet en disant le problème du changement climatique, on reconnaît que c'est un risque, mais par rapport à notre mandat, ce n'est pas complètement évident. Moi, mon sujet, c'est d'éviter qu'il y ait une crise du subprime dans les 3 prochaines années. Et pour être tout à fait honnête, la probabilité que le changement climatique crée une crise équivalente au subprime dans les 3 prochaines années est quand même très faible. Donc comment est-ce qu'on arrive à arrimer la question du changement climatique à la question de la stabilité? C'est exactement les 3 risques que Marc Carnet a mentionnés en notre nom collectif.
le risque physique des catastrophes naturelles, le risque de responsabilité. Ben, vous saviez, comme pour l'amiante, c'est exactement symétrique de l'amiante. Il y a 30 ans, certaines personnes savaient déjà que l'amiante c'était un problème, on continue à en mettre dans les constructions. Donc est-ce qu'on nous dira dans 30 ans, vous saviez que le changement climatique était là et pourtant vous n'avez pas pris les décisions qui s'imposaient, donc je vous poursuis. Ça c'est un argument qui marche très bien avec les anglo-saxons. Et puis le dernier risque est le risque de transition. Est-ce qu'à un moment donné, alors qu'on sait très bien qu'il y a trop de réserves carbonées et qu'on ne les utilisera pas toutes, pourtant on les valorise dans les comptes, et ça revient à la boucle comptable que je mentionnais, est-ce qu'on sait gérer ça de manière tranquille ou est-ce que brusquement on va se réveiller en disant bah, tout ça ne vaut plus rien et encore une fois, l'énergie dans les marchés, enfin, je ne sais pas sur Euronext combien c'est, mais c'est 20 ou 30% des capitalisations mondiales. Parmi les plus grosses entreprises du monde, il y a évidemment les Google et Microsoft, mais vous avez aussi les Exxon et autres. Et ça, c'est un risque important pour notre épargne, pour nos pensions, parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont investis dans ces métiers-là. Donc c'est ça les risques. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait cette approche coordonnée et intégrée du rôle de la finance par rapport à cette transition vers une économie bas carbone. On n'évitera pas cette transition, mais il ne faut pas que cette transition ait des effets collatéraux encore plus dommageables en créant une nouvelle crise type subprime auquel on n'aura pas été préparé. Parce que là, les effets sont désastreux et là, la population va se retourner en disant écoutez, moi, mon problème, c'est la stabilité financière demain, changement climatique dans 20 ans, on va traiter le problème maintenant. Donc c'est ça qu'il faut gérer, c'est les deux ensemble et c'est pas simple. Hein. Si on est un tout petit peu technique, si on veut s'intéresser de manière sérieuse à la question du changement climatique, est-ce que tu penses que le mark-to-market, c'est neutre, c'est plutôt ennuyeux, c'est plutôt intéressant et même chose avec la fréquence des comptes. Est-ce que le fait d'avoir des comptes à rendre tous les 3 mois, c'est plutôt ennuyeux parce que ça raccourcit les horizons de temps, c'est neutre, ou c'est plutôt positif parce qu'on révise plus souvent les objectifs? Je vais être très direct, Jean-Marc. Je pense que pardon. C'est un débat qui de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Quand on a donné plus d'infos, on n'en donne jamais moins. D'accord. Donc, il y a des entreprises, moi, c'est les entreprises qui sont encore sur des publications annuelles et semestrielles, je leur dis, n'allez pas dans le trimestriel. Mais si vous êtes dans le trimestriel et que vous dites, je vais en marche arrière, on dit, vous cachez quelque chose. Et donc, c'est juste pas possible. Et le mark-to-market, c'est fini. Je veux dire, on peut dire que c'est pas bien, etc. C'était il y a 20 ans qu'il fallait avoir ce débat. Donc, on peut l'atténuer. On l'a fait d'ailleurs au moment de la faillite de Lehman. On a ouvert une fenêtre de tir, grâce à Christine Lagarde et Wolfgang Schäuble en particulier, pendant 1 mois. On a eu une espèce de dérogation nous permettant de mettre au frigidaire certains actifs pour nous éviter de tomber encore plus bas qu'après Lehman. Et ça a été d'ailleurs absolument miraculeux qu'on puisse faire ça. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Malheureusement, alors ça ne veut pas dire qu'il faut réfléchir à une suite, transitionner, aménager, etc. Mais il faut, enfin, vous allez trouver que je suis cynique ou impuissant. Mais je sais qu'il y a des combats qu'il faut mener. Il faut penser aux combats, tous ceux qu'on vient de parler, comment reporter les obligations climatiques, qu'est-ce qu'on attend, comment on les chiffre, quel c'est l'impact, comment on fait un stress test, comment on fait en sorte que les scénarios, les 15 milliards de dollars dépensés par l'assurance pour évaluer les changements climatiques bénéficient à l'ensemble de la profession. Ça, c'est important. Mais revenir sur les trimestriels ou revenir sur le mark-to-market, je pense que c'est plus le combat. Alors on peut le regretter, mais je pense que c'est trop tard. C'est un avis personnel, hein, je n'engage pas mon institution. Mike, do you have any comment to make on all that was said or on the question that was asked? Just a quick comment on the mark-to-market thing. I mean, I work in the world of infrastructure and I see that there's unintended consequences from the accounting rules on mark-to-market. One of the reasons why we're not seeing more long-term investment from the fixed income markets into infrastructure, including low carbon and low resilient infrastructure, is because of the mark-to-market rules, which make it prohibitively expensive for the banks to take that loss or even pass it through to long-term investors. So there are unintended consequences of mark-to-market rules, which are not necessarily in tune with the transition to the low carbon economy. Okay, but you think, as Bertrand, that it's there to stay? Well, nothing stays forever, really. So it's if there's enough impetus to change, yes, maybe it will do. But I can't see that happening anytime soon. I mean, the rules were put there for a purpose, and I suppose that's going to take a long time to shift that away. L'heure tourne. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que on rende la liberté à nos intervenants? Non. Écoutez, on va essayer de finir à l'heure, à défaut d'avoir commencé à l'heure. Est-ce que vous avez les uns et les autres un final remark à faire? Écoutez, je vous propose de les applaudir chaleureusement.
Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux forêts et à l'aviation, il y a une plénière, même heure demain, sur est-ce que l'aviation peut aider à sauver les forêts.